Salut! Dans cette vidéo, on va se demander si déboulonner les statues, c'est effacer l'histoire. C'est un discours qu'on entend souvent dans les médias, et on va dire que c'est le discours dominant. La République n'effacera aucune trace ni aucun nom de son histoire. Elle n'oubliera aucune de ses œuvres. Elle ne déboulonnera pas de statues. Qui est très facilement repris par le grand public. Personnellement, je parle d'histoire coloniale, et quand je dois débattre avec mes amis, souvent il y en a un qui me demande « Oui, mais en fait vous voulez effacer l'histoire. Est-ce que c'est pas mieux de construire en laissant les traces du passé ?» Dans cette vidéo, je ne vais pas essayer de vous dire si il faut ou pas déboulonner les statues, mais je vais essayer de vous expliquer pourquoi l'argument « déboulonner les statues égale effacer l'histoire » est un mauvais argument. Et vous allez comprendre. Je vous donnerai mon avis sur la question du déboulonnage à la fin de cette vidéo, ça fait un peu durer le suspense. La veille de la publication de cette vidéo, une statue en l'honneur de l'émir Abdelkader a été vandalisée à Amboise, en France. C'est une sorte de déboulonnage inversé. Cette fois-ci, c'est un personnage colonisé qui était mis à l'honneur et qui a été vandalisé sans aucun doute par des personnes d'extrême droite. Mais ce que je dis dans cette vidéo fonctionne, peu importe s'il s'agit d'une statue de colon ou de colonisé. D'abord, il faut comprendre qu'il y a une raison si le discours dominant tente de nous faire croire que déboulonner les statues, c'est effacer l'histoire. Cette formulation génère de la peur d'un oubli, la peur de la destruction d'une identité, et on sait que dans le moment politique que nous sommes en train de vivre, dans la période électorale actuelle, c'est un argument qui touche. Cette formule fait aussi le lien avec ce qui s'est passé en Union soviétique ou en Chine lors de la révolution culturelle, où effectivement il y a eu des déboulonnages et des destructions massifs de patrimoine culturel qui ont créé un choc et un trauma chez les populations. Je vais pas essayer de faire une analyse critique de la révolution culturelle chinoise, mais une chose est sûre, c'est qu'elle a été réalisée par un mouvement qui se voulait d'extrême gauche. C'est pourquoi il est facile pour les réactionnaires d'aujourd'hui de mobiliser cette image. Le déboulonnage serait une spécificité de l'extrême gauche, et on en a vu les pires horreurs, notamment pendant la révolution culturelle chinoise. Ce lien entre déboulonnage et totalitarisme dit d'extrême gauche, c'est un sujet que les déboulonneurs et les déboulonneuses devraient prendre très au sérieux pour pouvoir apporter un discours critique et expliquer concrètement comment ils et elles se positionnent par rapport à cette histoire. Mais il serait totalement malhonnête de limiter les déboulonnages à l'histoire de l'extrême gauche. En réalité, les déboulonnages sont très fréquents, on le voit vraiment dans l'histoire de France. Je vous conseille de lire le livre « Histoire du vandalisme illustré », écrit et illustré par Naël Zeiter, qui fait un super travail sur l'histoire des déboulonnages en France. Il nous montre par exemple comment les révolutionnaires français ont déboulonné les visages des rois qui ornaient la cathédrale Notre-Dame. Et il nous fait une belle histoire du déboulonnage et du vandalisme qui va donc de la Révolution française jusqu'au mouvement des Gilets jaunes. C'est hyper intéressant et ça nous permet de comprendre que le déboulonnage c'est un phénomène très lié au changement de régime politique. Lorsqu'une monarchie est renversée et qu'une république se met en place, elle va avoir tendance à déboulonner les anciens symboles qui représentent la monarchie. Lorsqu'un empire se met en place à la suite d'une république, il va avoir tendance à déboulonner ou à mettre de côté les anciens symboles qui représentaient la république. L'histoire n'est pas effacée, mais tout l'appareil symbolique du régime précédent est retiré de l'espace public. Et c'est très important pour permettre au nouveau régime politique de se créer une légitimité et de mettre en avant ces symboles. La question quand il s'agit de colonisation, c'est de comprendre comment est-il possible que la France soit restée un empire colonial pendant plus de 4 siècles et qu'au moment où la décolonisation a lieu, un nouveau régime politique se met donc en place, puisque pour la première fois dans l'histoire de la République, la France n'est plus un empire colonial, et pourtant les symboles coloniaux qui représentent l'empire restent en place. Il n'y a pas de changement de symbole autour de la question coloniale. Et c'est là que ça coince et que ça pose question aujourd'hui en 2022. Mais pour traiter correctement la question, il faut faire attention à ne pas se mélanger les pinceaux. Il faut distinguer 3 choses: l'histoire, l'historiographie et la mémoire. Vous verrez que lorsqu'on arrive à avoir du recul par rapport à ces 3 éléments, il devient impossible de dire « déboulonner les statues, c'est effacer l'histoire ». D'abord, qu'est-ce que c'est que l'histoire ? L'histoire, c'est une science qui s'occupe d'étudier des phénomènes qui se sont passés. Pour les étudier, elle se base sur des sources. On va prendre l'exemple du général Gallieni. Pour celles et ceux qui suivent ma vidéo, vous savez à quel point ce personnage m'intéresse. C'est un personnage de l'histoire de France qui a existé. On le sait parce qu'on a des sources et des preuves qui l'attestent.
On a des photographies, on a des textes qu'il a écrits, on peut lire des journaux qui parlent de lui, mais on pourrait se baser sur d'autres sources. Si c'était plus récemment, on aurait sans doute des vidéos, des audios, etc., etc. Le travail de l'historien, donc, la personne qui étudie l'histoire, c'est de rassembler ces sources pour déterminer un fait. Joseph Gallieni a existé. Il est né en France, dans les Pyrénées, il a été administrateur colonial de Madagascar, et ainsi de suite. L'historien a donc trouvé les faits. Et maintenant, son travail, ça va être de l'expliquer au grand public. Comment il présente, comment il raconte les faits qui, eux, sont réels, scientifiques, prouvés. Et là, l'historien va devoir faire tout un travail d'interprétation, la manière dont il nous présente les choses. Gallieni était un homme méthodique et plein de dignité. Ou bien Gallieni était un homme austère et froid. Le fait a été déterminé par l'histoire, mais l'historien, qui nous raconte cette histoire, la réinterprète. Et c'est là qu'on va parler d'historiographie. L'historiographie, c'est une autre science qui s'occupe d'étudier la manière dont les historiens racontent l'histoire. Et cette manière de raconter l'histoire n'est jamais neutre. En général, on sent la culture, les positions politiques de l'historien lorsqu'il nous transmet cette histoire. Vous voyez bien déjà qu'il y a deux choses à comprendre. L'histoire, ce sont des faits, et l'historiographie, ou la manière dont les historiens racontent l'histoire, ce n'est pas exactement l'histoire, c'est une interprétation de l'histoire. Et le grand public ne va avoir accès qu'à cette interprétation de l'histoire. C'est comme quand vous voyez une bagarre dans le métro. Vous savez qu'il y a eu une baston, vous l'avez vu de vos propres yeux, mais vous n'avez pas forcément compris qu'est-ce qui a déclenché la baston. Alors l'historien va aller demander à un des participants qu'est-ce qui s'est passé, il raconte sa version. Si l'historien écrit un livre à partir de cette version, ça ne permettra pas réellement de rendre compte de l'histoire, puisque peut-être que la version de l'autre combattant est totalement différente. Et c'est là que la question de l'historiographie se pose. À quelle partie de l'histoire avons-nous accès, et quels sont les choix politiques, personnels, culturels des historiens lorsqu'ils nous racontent ces histoires? Encore une fois, le cas de Joseph Gallieni est très parlant. La seule biographie qui existe autour de ce général colonial a été écrite par Marc Michel, dont j'ai attentivement lu le livre, qui nous raconte la vie intime d'un Gallieni, sans réellement rendre compte de la manière dont les indigènes qu'il a administrés le voyaient. Pourquoi ? Parce qu'il y a très peu de témoignages des indigènes en question. Gallieni a servi lors de la conquête du Soudan français, donc l'actuel Mali, il a servi dans l'écrasement de rébellions en Indochine, et il a surtout servi lors de la conquête, et ce qu'on appelle la pacification, assez sanglante, de Madagascar. C'est ce qui nous est raconté dans le livre de Marc Michel, et c'est ce qui fait la grandeur du personnage de Joseph Gallieni qui devient un héros colonial français. Mais dans tout ce récit, il nous manque le point de vue des indigènes, tout simplement parce que nous n'avons pas les sources pour en parler. C'était d'ailleurs un choix de l'administration coloniale française de ne pas donner la parole aux indigènes ou de ne pas conserver leur parole. On sait aujourd'hui, dans le cadre de la guerre d'Algérie par exemple, qu'un certain nombre d'archives sont toujours inaccessibles aux historiens et aux historiennes. Mais c'est le cas dans beaucoup d'autres conflits, même hors de la période coloniale. Face au Gallieni de Marc Michel, on peut aussi découvrir le Gallieni d'Olivier Favier, sur le blog Dormira jamais, qui nous présente un Gallieni sanglant, tyrannique, violent. Vous voyez bien que la question de l'historiographie est importante. L'histoire, ce sont encore une fois les faits, et la manière dont cette histoire nous est racontée par les historiens n'est jamais neutre. Je précise d'ailleurs que Marc Michel est plutôt connu pour ses positions pro-coloniales. Vous retrouverez de nombreux articles qu'il a écrits sur le site en ligne étudescoloniales.org qui rassemble justement tous les discours des historiens pro-coloniaux, entre guillemets. Tout ça pour dire que lorsque vous lisez un livre d'histoire qui parle de la question coloniale, vous allez tout de suite voir si l'auteur ou l'autrice est plutôt pro-colonial, plutôt anti-colonial, plutôt post-colonial, c'est-à-dire avec un regard critique de la colonisation et sans trop la juger moralement. Mais il est très rare que vous vous disiez « ce livre est neutre », ce qui nous montre bien que la question de l'histoire est éminemment politique, notamment l'histoire coloniale qui n'a pas été traitée par notre République depuis la fin de l'Empire dans les années 70. C'est d'ailleurs le sujet du livre « Enjeux politiques de l'histoire coloniale » qui a été écrit par Catherine Cockry-Widrowicz. On a parlé de l'histoire, les faits, on a parlé de l'historiographie, la manière dont les faits sont racontés, manière toujours influencée par les positions politiques des auteurs et des autrices. Et ensuite, il faut parler de la mémoire. Qu'est-ce que c'est que la mémoire ? C'est encore autre chose. La mémoire, c'est ce qui sert à se souvenir et à oublier. Dans la mémoire, vous avez tout ça. Vous avez le souvenir et l'oubli. La mémoire est donc basée sur l'histoire, et elle va piocher dans l'histoire certains éléments dont elle veut se souvenir et d'autres éléments qu'elle veut oublier. Pour faire ce choix, elle va être influencée par la manière dont les historiens ont raconté l'histoire, cette fameuse historiographie. En fonction de ce qui arrange la mémoire, elle va donc extraire ce dont elle veut se souvenir. Là, je parle de mémoire à l'échelle d'une nation. Mémoire politique, mémoire nationale. Le fameux roman national de la République française, par exemple.
Ce roman national est contrôlé par le pouvoir public, c'est-à-dire la République elle-même. C'est la République qui va choisir ce dont elle se souvient et ce qu'elle oublie. C'est donc un choix politique qui n'est plus seulement à l'échelle individuelle, l'échelle de l'historien, mais qui passe à l'échelle d'un gouvernement. Qu'est-ce que le gouvernement va choisir de mettre en valeur? En général, sous la 3e, 4e, 5e République, et également pendant le régime de Vichy, la France a choisi de mettre en valeur les personnages avec lesquels elle était toujours en cohérence politique, c'est-à-dire dont elle reconnaissait toujours l'action. C'est dans ce cadre-là qu'à l'époque coloniale, la statue de Joseph Gallieni est érigée sur la demande d'un lobby colonial qui s'appelle la Ligue maritime et coloniale française, un des plus gros lobbies coloniaux de l'époque, qui fait pression sur le gouvernement pour ériger une statue de Joseph Gallieni qui avait gagné en popularité puisque la défense de Paris pendant la Première Guerre mondiale lui avait été confiée. Alors je vais pas dire qu'il a défendu Paris, l'histoire est beaucoup plus compliquée. Si ça vous intéresse, vous lirez le livre de Marc Michel ou bien vous regarderez la vidéo de Sur le champ qui est géniale sur ce sujet. Toujours est-il que la popularité, de par sa politique coloniale et de par son engagement dans la Première Guerre mondiale, permettent à la Ligue maritime et coloniale française de pousser le gouvernement à ériger un monument, et donc un monument de mémoire. Gallieni entre dans la mémoire de la République française. Vous comprenez bien que l'histoire est plus complexe en réalité. L'histoire de France, en réalité, ce sont des luttes ouvrières, des luttes d'agriculteurs, les luttes des colonisés contre l'invasion coloniale, ce sont les tirailleurs sénégalais qui sont généralement africains et qui sont les soldats utilisés dans la colonisation de Madagascar. C'est tout ça l'histoire, c'est pas simplement Gallieni. Mais la mémoire va choisir de mettre en avant Gallieni. La statue de Gallieni est donc un enjeu de mémoire. Ce n'est pas l'histoire de France. Et c'est un enjeu de mémoire qui est influencé par la manière dont les historiens racontent le personnage de Gallieni. Si on s'attarde simplement sur la facette « Gallieni a été important pendant la Première Guerre mondiale », on se dit il est logique que Gallieni soit un héros républicain et que notre mémoire l'ait conservé. Mais si on s'intéresse à la majorité de la vie de Gallieni, qui est la conquête coloniale, on se demande pourquoi la mémoire a décidé de le consacrer et de le conserver dans l'espace public aujourd'hui en 2022. C'est de ce genre de sujet que traite le livre Les statues de la discorde de Jacqueline Lalouette par exemple. Alors là, j'espère que c'était clair, on a donc l'histoire, ce sont les faits, l'historiographie, qui est donc l'étude de la manière dont les historiens racontent cette histoire, et enfin la mémoire, qui va être la manière dont les gouvernements s'emparent de l'historiographie pour mettre en avant certains éléments de l'histoire. Vous voyez qu'il y a plusieurs ponts qui sont faits, et la mémoire n'est pas directement l'histoire. La mémoire, ce sont donc les choix politiques du gouvernement, qui choisit d'oublier certains éléments pour mettre en avant d'autres. Et c'est ce mécanisme-là qui est remis en question par les déboulonnages. J'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet des déboulonnages, j'en ai fait une sur les déboulonnages de Victor Schœlcher qui ont eu lieu en Martinique quelques jours avant la mort de George Floyd, j'en ai fait une sur la destruction à l'explosif du monument de la mission Marchand dans les années 80. Toutes ces vidéos sont disponibles sur ma chaîne, sur mon Instagram, sur mon YouTube. Elles vous permettront de vous rendre compte d'à quel point un déboulonnage est un enjeu complexe, mais qui a eu lieu. En 2020, plusieurs déboulonnages ont eu lieu dans les Antilles françaises, qui n'ont pas réellement été relayées en métropole. Et c'est la question qu'on peut se poser, l'efficacité du déboulonnage, comment le déboulonnage s'inscrit dans la mémoire de la nation. Est-ce que le déboulonnage est oublié ou mis en avant? Si on prend l'exemple du monument à la mission Marchand, dont une partie avait été détruite à l'explosif par l'Alliance révolutionnaire Caraïbe dans les années 80. 4e explosion dans le 12e arrondissement, au pied de la statue du colonel Marchand. Et là, non seulement ce monument à la gloire du chef de la mission Congo au début du siècle est devenu un véritable puzzle, mais le souffle de l'explosion a endommagé de nombreuses œuvres d'art de l'ancien musée des colonies situé en face du monument. On se rend compte qu'aujourd'hui, le reste du monument est toujours présente, mais qu'aucune plaque n'explique ce moment de déboulonnage, pourquoi il a eu lieu et ce qu'il symbolisait. On a donc choisi d'oublier le déboulonnage et de conserver la mémoire du monument. Et c'est là qu'on peut se poser la question, est-ce que les monuments en eux-mêmes ne sont pas des manières d'effacer l'histoire? Puisqu'un monument consacre toujours un seul élément, par exemple Joseph Gallieni, en oubliant tous les tirailleurs sénégalais qui ont lutté dans la conquête de Madagascar, en oubliant tous les malgaches qui ont lutté contre la conquête de Madagascar. Joseph Gallieni, en tant que symbole, permet d'effacer toute cette partie de l'histoire. Et pire, lorsque les réactionnaires se concentrent sur Gallieni, héros de la Première Guerre mondiale, c'est une manière d'effacer toute la carrière militaire de Gallieni, qui est une carrière coloniale. C'est d'ailleurs la question que posait l'excellent article de Case Rebelle, Nous n'avons pas besoin de héros, et qui remet en question justement le rôle des statues dans la manière dont elles permettent d'effacer l'histoire. Je pense que ça montre à quel point déboulonner les statues, ce n'est pas effacer l'histoire. D'ailleurs, on se rappelle toujours de l'histoire des personnages déboulonnés, que ce soit Victor Schœlcher, que ce soit les rois de France, ils ont été déboulonnés,
mais ils sont entrés dans l'histoire. Il y a plein de manières de conserver et d'entretenir une histoire. On peut créer un musée des colonies par exemple, qui permettrait de placer toutes les statues éventuellement déboulonnées dans ce musée pour raconter clairement leur histoire, plutôt que de les laisser dans l'espace public, sans contexte, sans explication. On pourrait aussi réaliser plus de documentaires, on pourrait aussi écrire plus de livres sur ce sujet, qui permettraient de faire entrer les personnages de l'histoire coloniale dans le récit républicain, sans se contenter des symboles de mémoire à leur gloire, puisque les statues sont des symboles pour glorifier ces héros coloniaux. Dans le cas du déboulonnage du monument en l'honneur de l'émir Abdelkader à Amboise, la situation est un peu différente, puisque l'émir Abdelkader n'est pas un héros colonial, mais bien plutôt un héros anticolonial. Pourtant, la problématique reste la même. Nous n'avons pas besoin de héros. Je crois qu'on ne doit pas se concentrer sur la défense du monument en l'honneur d'Abdelkader, mais qu'on doit bien plutôt profiter de l'occasion de ce déboulonnage, de cette crise mémorielle, pour rendre vivante son histoire et la rendre accessible au plus grand nombre de personnes, que ce soit en France métropolitaine ou en Algérie. Vous pouvez aller voir mon thread sur Twitter sur le sujet, ou ma story Instagram qui résume ce que je pense de cette situation. Alors je sais que vous attendez mon avis sur la question du déboulonnage, est-ce qu'il faut déboulonner ou pas? J'en parlerai plus en détail dans d'autres vidéos, mais pour l'instant je peux vous dire que la question du déboulonnage c'est une question avant tout citoyenne. On ne peut pas demander à l'État lui-même de déboulonner des statues, étant donné qu'il a fait le choix jusqu'à maintenant, en tout cas la 5ème République a fait le choix, de conserver les héros coloniaux statuifiés. Elle ne déboulonnera pas de statues. En revanche, on l'a vu aux Antilles françaises, les militants assemblés en une force peuvent se lever et faire tomber des statues. Ça n'efface pas l'histoire, ça ne détruit pas la nation, les statues ont été déboulonnées, la vie continue, mais au moins les questions sont posées, et au lieu d'effacer l'histoire, on n'a jamais autant parlé des personnages déboulonnés que depuis qu'ils le sont, ou depuis qu'on menace de les déboulonner. Je sais pas si vous aviez déjà entendu parler de l'histoire de Gallieni ou de l'histoire de Schulcher avant que des actions militantes les visent. Je ne crois pas, puisque la République n'en parle pas, elle les cache. Elle les met en avant en les cachant. C'est assez paradoxal. Mais surtout, avant de se poser la question du déboulonnage, il faut se poser la question de connaître l'histoire. Pour prétendre déboulonner une statue, il faut réellement s'intéresser à l'histoire du personnage. Et dans cette dynamique, je pense que la question du déboulonnage nous pousse à mieux comprendre notre histoire et l'histoire de France, quitte à comprendre que finalement, on s'oppose au déboulonnage de cette statue. Et c'est là qu'il faut voir les choses au cas par cas. Chaque personnage de l'histoire coloniale est différent, et pris dans des questions complexes. Certaines personnes vont dire « toutes les statues coloniales doivent être déboulonnées », et d'autres vont dire « cette statue et cette statue doivent être déboulonnées ». Je pense que le plus important, c'est d'accepter de se poser la question. Et quand on accepte cette question, on s'intéresse à l'histoire. Et c'est cette dynamique qui est vertueuse. Pour poursuivre cette réflexion sur les monuments coloniaux et leur présence dans notre espace public, je vous conseille de lire le livre que j'ai co-signé avec Françoise Vergès et qui s'appelle « De la violence coloniale dans l'espace public ». Le texte est écrit par Françoise Vergès, j'ai réalisé des planches imagées de vulgarisation et vous trouvez aussi le travail de l'artiste Minuit Digital qui a scanné et numérisé le palais de la Porte Dorée à Paris. C'est l'ancien musée des colonies et c'est un des 3 monuments dont on parle dans ce livre. On parle aussi du monument à la mission Marchand, dont j'ai un petit peu parlé dans la vidéo. Et le 3e monument du triangle, c'est la France en Athéna, une grande statue qui représente la France, métropole coloniale conquérante. Le livre est paru chez Shed Publishing, une nouvelle maison d'édition. Vous allez sur leur site, vous commandez le livre, vous lisez et vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour conclure, je dirais que la question du déboulonnage n'est pas une question anodine, et c'est pour ça qu'elle agite autant le débat public français. Déboulonner, c'est faire un vrai geste politique, une remise en question de notre récit national. Qu'est-ce qu'on garde en mémoire? Qu'est-ce qu'on oublie? C'est la question que posent les nouvelles générations issues de l'histoire coloniale qui se demandent comment intégrer ce récit national et comment la colonisation en elle-même reste présente dans le récit. Les statues que nous avons aujourd'hui ne sont que des témoignages glorieux de cette époque qui reprennent directement la propagande coloniale mise en place par les lobbies coloniaux de l'époque de la Troisième République, à un moment justement où l'Empire s'effondrait. C'est ce dont Françoise Vergès parle dans le livre « De la violence coloniale dans l'espace public ». Et pour continuer à fouiller l'histoire coloniale française, vous pouvez mettre un pouce like sur cette vidéo, vous abonner, c'est hyper important pour me donner une meilleure visibilité sur YouTube. Si vous voulez me soutenir, le lien de mon Patreon est dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez été convaincu par mes arguments, ou au contraire complètement pas convaincu. Je peux accepter, y a pas de souci, on n'a pas besoin d'être d'accord sur tout. En tout cas, on peut en discuter dans les commentaires de cette vidéo,
ou sur mon Discord. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Histoire Crépue. Ciao, ciao, ciao!